chargé de mission biodiversité et aménagement à la région Occitanie. Et du coup, je travaille sur tout ce qui est trame verte et bleue, prise en compte de la biodiversité et également ce volet un peu plus en lien avec l'aménagement. Alors, pour ma part, Pierre Bieuzen, moi je fais partie de l'Agence régionale de la biodiversité Occitanie que je vous présenterai très rapidement tout à l'heure. Et sur la partie accompagnement des acteurs et on va dire plutôt spécialisé sur les sujets de nature en ville, aménagement opérationnel. Et puis on va peut-être laisser aussi Ingrid se présenter. Merci Pierre. Gonzalez Ingrid, chargée de mission aménagement et environnement à la région Occitanie. Et je travaille particulièrement sur la séquence éviter, réduire, compenser. Donc du coup, voilà, on l'a dit en intro, l'idée c'était aussi de voir un petit peu comment on peut prendre en compte la biodiversité lorsqu'on a un projet d'aménagement et notamment un projet de développement économique. J'ai juste il y a une fois qui doit pas être coupée. Voilà le déroulé de la réunion. On va faire un premier état des lieux un petit peu de ce qu'est finalement la biodiversité, de comment elle se porte en Occitanie. On va vous présenter comme deux tiers nos deux structures, donc à la fois la région et les objectifs de la région en termes d'action. Et ensuite, Pierre va présenter l'ARB. Et puis, on aura une autre temps d'échange ensuite sur tout ce qui est plutôt de cas concrets, la prise en compte de la réglementation, comment on intègre concrètement la biodiversité. Et puis, faire des focus donc, sur deux parties en fait qui s'appellent le pré-diag écologique et le diagnostic écologique, sachant que les autres parties sont traitées dans les autres webinaires. Et puis enfin, Ingrid présentera aussi le perco. Peut-être Sébastien, de temps en temps on t'entend de manière un peu hachée, si tu peux peut-être au niveau de ton micro rapprocher un peu. Merci, désolé. Là c'est mieux? Ça a l'air un peu mieux. Alors c'est parce que je crois qu'il y a des micro-parasites qui sont ouverts. Ouais. Ouais. Si c'est possible, Magali, de désactiver les micros des participants pour laisser Sébastien s'exprimer. C'est bon. Pierre, par contre, ton micro qui est coupé. Magali, je te laisse défiler la slide d'après. Hop, alors comme je vous l'ai dit, l'idée aussi c'est un petit peu de se dire c'est quoi la biodiversité, quel est le contexte général, où est-ce qu'on en est au niveau de l'Occitanie. Attendez, je suis désolé. Je vais me permettre juste de couper. Ouais. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'Occitanie et puis les indicateurs pour mieux comprendre pourquoi du coup on prend en compte la biodiversité dans les projets d'aménagement. Donc sur la première partie, du coup, pourquoi prendre en compte la biodiversité dans un projet? Tu peux passer, Magali. L'idée, en fait, c'était de se dire que finalement, très souvent, on parle de biodiversité comme un impact ou quelque chose qui est négatif pour un projet. Donc, c'était juste un peu pour recadrer le débat et le sujet. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement qui s'appelle le changement climatique. On nous annonce en Occitanie des augmentations de température, des augmentations des précipitations. On l'a fait récemment sur Nîmes, une augmentation du niveau de la mer, également une baisse de l'enneigement. Et en fait, on se rend compte que finalement, la nature, non, en fait, sur le terrain, finalement, la nature peut nous aider à répondre à ces changements climatiques de façon assez simple et assez concrète. Lorsqu'on parle d'îlots de chaleur urbain, par exemple, quand on plante des arbres à proximité d'une entreprise ou dans une ville, et ça permet de réduire la température. Pareil pour les risques liés à l'eau. Finalement, on s'aperçoit que si on désimperméabilise certains secteurs et si on a une gestion de l'eau pluviale un peu différente, on peut réduire l'impact de cette problématique d'augmentation de l'eau passée. Et puis également, il y a aussi la biodiversité qui va vous apporter un bien-être pour nous, donc que ce soit chez nous, mais également à l'entreprise. On s'en est rendu compte avec le contexte sanitaire actuel, c'est que finalement les gens avaient besoin d'avoir des espaces verts, de se retrouver dans la nature, de pouvoir du coup se balader. Et ça permet également de réduire les risques sanitaires. Donc là, je vais vous donner deux exemples assez simples. Hein. C'est des exemples, je pense qu'ils vont parler, notamment ceux qui sont moustiques, qui sont tous plus ou moins concernés. Mais c'est de se dire que finalement, si on favorise le maintien, ou en tout cas l'arrivée des chauves-souris, des hirondelles à proximité de bâtiments, ces espèces ils vont pouvoir manger jusqu'à 3000 moustiques par jour, ce qui n'est pas rien. Et de l'autre côté, vous avez également l'exemple du renard.
où si on favorise la perméabilité des espaces et si on permet à cette espèce de rester à proximité, c'est un prédateur du rongeur qui, lui, le rongeur va avoir pas mal de tiques, et la tique qui peut du coup transmettre la maladie de Lyme. Et là, ça peut avoir aussi des effets assez importants sur la santé. Maintenant, l'idée, c'est de faire un petit point sur un contexte général au niveau de la biodiversité en France. Donc, vous allez voir, les chiffres ne sont pas forcément bons. Globalement, on a une baisse et un déclin de la biodiversité. On a moins 75% d'arthropodes, donc des insectes, moins 33% d'oiseaux. Et puis, l'UICN, donc l'Union internationale de la conservation de la nature, qui évalue en gros à plus de 17% le nombre d'espèces qui sont menacées en France. Les causes de cette érosion de la biodiversité, elles sont connues. Vous m'entendez pas? Si. Moi, j'ai pas de souci avec le son, mais certains participants l'ont. Pardon. Je vais essayer de parler un peu moins vite et peut-être plus proche du micro. Donc, les causes principales de l'érosion de la biodiversité, elles sont connues. C'est principalement l'artificialisation des sols avant même le changement climatique. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'IPBES pour son rapport de 2019. Et du coup, quand on parle d'artificialisation du sol, il y a une définition. Je vais passer juste après, Magali. Donc, la définition, c'est tout processus qui implique une perte d'espace naturel agricole et forestier, donc les fameux ENAF, et qui conduit du coup à un changement d'usage de structuration du sol. Donc, concrètement, lorsqu'on a de l'aménagement urbain ou économique qui se met en place sur ce type de territoire. Au niveau de l'Occitanie, je pense que tu peux tout dérouler là. Globalement, j'aurais tendance à dire on a de la chance, parce qu'en fait, c'est un territoire qui est stratégique pour la conservation des habitats et des espèces. Vous le voyez avec les 3 photos que je vous ai mis sur la droite, on a des paysages du coup, qui sont multiples, qui sont très variés, qui permettent du coup d'accueillir la biodiversité de manière assez importante. Au niveau du pourtour méditerranéen, on est considéré comme un point chaud, un hotspot de biodiversité. Et puis, au niveau de l'État, on a identifié 215 espèces et une centaine d'habitats d'intérêt européens à l'échelle de l'Occitanie. Donc, ça nous donne un vrai rôle en termes de préservation et de maintien de la biodiversité. Là, j'ai mis un petit oui mais. Donc, le oui mais, c'est parce que si tu passes, c'est qu'en fait, on est également un territoire qui est attractif, avec une croissance démographique qui est forte. Et tout ça, ça va impliquer que du coup, il va falloir proposer des logements, des infrastructures de transport et des activités économiques. Pourquoi on est là aujourd'hui? Et tout ça, ça va entraîner une perte d'habitat et une fragmentation des espaces. Vous le voyez notamment sur les 2 dernières photos. Vous voyez, vous avez failli le voir, si vous le voyez maintenant. Sur les 2 dernières photos, cette fragmentation, on s'aperçoit bien que si je prends l'exemple du hérisson, ça va être un peu compliqué pour pouvoir du coup faire son cycle de vie et passer d'une partie à l'autre quand on voit notamment tous les échangeurs routiers qui sont présents. Donc tout ça, ça va forcément avoir un impact sur le déplacement des espèces et ça va forcément avoir un impact aussi sur leur possibilité de se reproduire, de se nourrir et finalement de faire leur cycle de vie. Globalement, donc en Occitanie, si on prend quelques indicateurs, quand on regarde en termes de taux d'artificialisation, on est plutôt inférieur à la moyenne, donc on peut se dire que finalement c'est bien. Oui, mais là aussi, ces chiffres cachent quelque chose. Si tu peux juste descendre, l'idée c'est qu'en fait, on a une grande disparité entre les départements. Forcément, on a au niveau de l'Occitanie, les départements qui sont sur tout le pourtour méditerranéen. Juste, voilà. Donc, on a tout le pourtour méditerranéen qui est quand même très attractif. On a toute la métropole de Toulouse également qui va concentrer beaucoup d'artificialisation. On a également une évolution rapide de cette artificialisation qui indique du coup une consommation forte des espaces naturels et agricoles et forestiers. En gros, si on prend entre 90 et 2018, par rapport à cette évolution rapide dont je vous ai parlé, on est à plus 52% de surface artificialisée en Occitanie, alors qu'au niveau national, on est à 30%, donc ce qui montre bien que finalement, ce taux inférieur qu'on avait en moyenne, on est en train de le rattraper. On a 3000 hectares par an qui sont artificialisés, et en Occitanie, en fait, cette artificialisation équivaut à la construction de 5 places de parking par minute. Donc ça, c'était pour un petit peu vous présenter le pourquoi du comment il fallait préserver la biodiversité, quel était l'état de cette biodiversité à l'échelle nationale et régionale. Et maintenant, on va vous montrer un petit peu la mutation au niveau de la région Occitanie et également au niveau de l'ARB. Au niveau de la région, on a plusieurs outils politiques. On a le pacte vert avec 300 mesures, 10 leviers d'action et 5 leviers.
avec l'objectif, c'est bien de concilier écologie et économie. On a le projet de Stradet avec Occitanie 2040, où là, on a 3 objectifs généraux aussi qui sont affichés. Et l'idée, c'est bien de développer un nouveau modèle de développement économique. On a la SRB, donc la stratégie régionale pour la biodiversité, qui nous fixe comme objectif un 0 perte nette de biodiversité en 2040. On a 6 objectifs principaux. Là, je vous en ai mis 4 parce que c'est ceux qui nous concernent aujourd'hui. Mais globalement, voilà, au niveau de la région, pour nous, ce qu'on souhaite, c'est 2 objectifs principaux. C'est le ZAN, donc le zéro artificialisation nette, pardon, et le 0 perte nette de biodiversité. Et tout ça, ça implique, réussir à mettre en œuvre ça implique une meilleure prise en compte de la biodiversité en amont des projets, et notamment des projets économiques. Pierre, je te laisse aller. Merci Sébastien. Du coup, moi, je vais prendre le relais et donc faire le lien notamment avec la stratégie régionale de la biodiversité, puisque nous, ARB, donc Agence régionale de la biodiversité Occitanie, nous sommes une structure, on va dire, plutôt jeune, puisqu'on a à peu près un peu plus de 3 ans maintenant d'existence. On a été créé en septembre 2019. En lien avec la loi de biodiversité 2016 qui a permis la création de ce type d'agence. On a plusieurs actuellement en région et cette agence a été créée par l'Office français de la biodiversité qui s'appelait anciennement Agence française pour la biodiversité et la région Occitanie et nous sommes notamment... Pierre, je t'entends plus. Vous m'entendez pas? Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, alors je ne sais pas où est-ce que ça a coupé, mais du coup, donc voilà, c'était pour dire que nous avons été créés par l'Office français de la biodiversité et la région Occitanie, notamment pour mettre en œuvre la stratégie régionale de la biodiversité. Par rapport donc, à l'organisation de la structure, nous sommes un établissement public de coopération environnementale, donc une structure vraiment partenariale, organisé autour d'un conseil d'administration qui compte à peu près une trentaine de membres et un comité d'orientation qui regroupe à peu près 70 structures. D'un point de vue plus interne, on a aujourd'hui donc 10 agents qui sont répartis également sur Toulouse, donc 5 agents à Toulouse et 5 agents à Montpellier. Et on a donc 3 cadres d'action. Donc sur la diapositive suivante. Le premier, donc ce que nous on va appeler pilier, donc dans le pilier 1, pilier 2, pilier 3. Le pilier 1 sera vraiment tout ce qui a trait à la valorisation de la connaissance et de la mobilisation citoyenne. Sur tout ce qui est aspect de connaissance, c'est notamment d'avoir des indicateurs et des chiffres d'état des lieux de la biodiversité en Occitanie. Donc c'est ce que vous a présenté Sébastien préalablement. La mise en réseau des acteurs, donc ça c'est plutôt sur le pilier 2 à destination des gestionnaires d'espaces naturels. Donc là on est vraiment sur des outils de veille et de rencontre. Et le pilier 3 dans lequel finalement on intervient aujourd'hui. Sur l'accompagnement des porteurs de projets, on a plusieurs éléments qu'on apporte. À la fois donc des outils pour autonomiser les acteurs. Je peux vous citer par exemple actuellement donc on a accompagné la région là pour le développement de cartographie de pollution lumineuse et trames noires et l'accompagnement de leur développement dans le futur. Ça peut être aussi, on est en cours sur la création de palettes végétales à l'échelle Occitanie, ou encore des études sur l'intégration de la biodiversité dans les SCOT et PLUI. Donc ça, c'est pour donner un aperçu de ce qu'on peut faire. Le développement des compétences, donc là, c'est essentiellement des formations à destination notamment des élus, pour voilà, tout simplement les former, les informer sur l'intégration de la biodiversité dans le cadre de leur exercice d'élu. L'appui au conseil et le conseil aux porteurs de projet, c'est clairement ce que nous faisons ce matin, et après on a d'autres dispositifs, et aussi la contribution à la démarche régionale, éviter, réduire, compenser. Donc voilà pour notre activité de manière synthétique. Alors on va entrer maintenant dans le vif du sujet, et forcément vous parlez biodiversité et zone d'activité, ce qui vous concerne. Alors, avant de vraiment aller dans la méthode et les conseils par rapport à la prise en compte de la biodiversité, on voulait passer par un rappel aussi de la réglementation et notamment donc 3 réglementations, espèces protégées, Natura 2000 et évaluation environnementale. Il y a d'autres éléments et d'autres réglementations qui vont porter sur la biodiversité, mais on va dire que c'est les principales. Alors déjà, vous indiquez que finalement cette réglementation, la prise en compte de la biodiversité et notamment enfin, sa protection et la réglementation sur les espèces protégées ne date pas d'hier puisque ça fait maintenant 45 ans qu'il y a une loi en 1976 relative à la protection de la nature qui a notamment mis en avant le projet, enfin voilà, tout ce qui est études d'impact, j'imagine que vous connaissez bien, et notamment la création de listes d'espèces protégées.
Donc ça, il faut quand même se dire que finalement, on parle beaucoup d'environnement, on dit souvent que la réglementation est récente, mais ce n'est pas le cas puisqu'elle a quand même maintenant 45 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, alors je vais plutôt aller sur 3 dates, donc là tu peux peut-être passer Maggie, normalement il y a une petite animation. Voilà, donc ça c'est 76, vous vous rappelez cet élément. Et finalement, entre 76 et on va dire 2012, il y a eu des choses qui se sont passées, mais notamment en 2012, il y a eu, on va dire, un avant et un après, puisqu'il y a eu la sortie de la doctrine de la séquence éviter, réduire, compenser, qui a notamment précisé ce qu'on entendait par mesure de suppression, réduction et de compensation des impacts en 1976. Et ce qu'il faut avoir aussi en tête en termes opérationnels vis-à-vis des projets que vous portez, c'est qu'entre 76, on va dire 2012, les projets qui étaient soumis à cette séquence et à études d'impact, et notamment donc intégration de la biodiversité dans les projets, on était plutôt sur des projets d'envergure nationaux, la création de ports, d'autoroutes, donc vraiment des infrastructures d'échelle nationale. Et à partir de 2012, l'entonnoir, on va dire, s'est resserré plutôt sur des projets voilà, du coup d'aménagement, donc était avec une application de la séquence qui était beaucoup plus englobante. Et normalement, si ça continue comme ça, on imagine qu'au fur et à mesure, la réglementation va se porter sur des projets de plus en plus petite échelle, on va dire, peut-être demain à l'échelle des bâtiments. Et ensuite, en 2016, donc la loi biodiversité, donc qui est forcément plus récente, mais c'est une loi, a notamment réinscrit le respect de la séquence ERC dans la loi, et surtout l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité, ce qui n'est pas négligeable, puisque ça veut dire qu'au moment des études d'impact et pour tous vos projets, il faudra viser l'absence de perte nette de biodiversité, donc non seulement le viser, mais aussi le prouver. Voilà. Alors, maintenant, on va passer donc aux 2 réglementations principales. La première, c'est sur ce qui est la réglementation espèces protégées, qu'il faut bien avoir en tête. Alors déjà, vous avez sur votre droite l'ensemble des espèces protégées, alors territoire métropolitain et outre-mer, hein, les deux confondus. On peut se rendre compte que notamment sur les amphibiens, les oiseaux, les reptiles et les mammifères, finalement, la grande majorité des espèces en France sont protégées. Donc, elles sont soumises à cette réglementation de l'article L411-1 du Code de l'environnement, qui nous dit, via des listes qui sont fixées par arrêté ministériel, qu'il est interdit de détruire, de modifier ou de dégrader les habitats naturels des espèces, de détruire ou d'enlever les œufs ou les nids des animaux de ces espèces, de mutiler ces animaux, de les tuer ou de les capturer, ou encore de perturber intentionnellement ces animaux. Je ne vous fais pas toute la liste, mais sur en tout cas les 4 premiers points, c'est ce qui vous concernera le plus dès lors que vous pouvez aménager des zones d'activité. Donc ça, c'est sur les espèces protégées. Et par rapport notamment au site Natura 2000, il faut aussi bien avoir en tête que ce n'est pas parce que votre zone d'aménagement n'est pas directement implantée sur un site Natura 2000 qu'il ne faut pas prouver, donc la loi vous demande de prouver que le projet que vous allez porter n'impacte pas un site Natura 2000 qui soit à proximité ou plus éloigné du projet que vous allez mener. Donc ça, vous devez toujours justifier de ces 2 éléments, espèces protégées et site Natura 2000, dès lors que vous faites un projet. Alors par rapport à ça, il y a quelque chose qu'il faut bien retenir, parce que dans la pratique, c'est pas forcément, enfin, peu de gens l'ont en tête, c'est que comme vous le voyez, on n'a aucune notion de surface ou de taille. C'est-à-dire qu'un projet qui fait même moins de 1 hectare ou qui pourrait même faire 100 mètres carrés, si demain vous avez une espèce protégée ou alors que cette espèce a une incidence sur un site Natura 2000, vous devez, vous, en tant que maître d'ouvrage, apporter la preuve que vous mettez en place des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation par rapport à cette espèce. Donc on n'a aucune limite de taille par rapport au projet pour, en tout cas, ces 2 réglementations. Très rapidement, passer sur la notion d'évaluation environnementale, je pense que pour le coup, vous êtes beaucoup plus familière. Donc là, comme vous le savez, elle définit si des projets sont soumis à évaluation au cas par cas ou de manière systématique. Donc ça, vous connaissez les listes qui sont dans l'article R122-2 du Code de l'environnement, et cette liste a tendance à être assez mouvante, donc il faut aller régulièrement voir cet article pour voir qui est soumis, qui n'est pas soumis. Et dès lors qu'il y a soit au cas par cas ou une évaluation systématique, la mise en œuvre de la séquence ERC est nécessaire.
Je voulais aussi attirer votre attention sur la notion de projet avec fractionnement dans le temps ou dans l'espace. Alors, j'ai plus exactement l'article de loi, la référence. Ça, c'est juste pour vous indiquer quand vous avez notamment une zone d'activité que vous avez déjà aménagée. Imaginons que vous aviez prévu 3 lots plutôt pour des artisans locaux et il y a un prospect qui arrive sur la zone qui nécessite finalement une implantation sur ces 3 lots. Donc, de 3, on en vient à un lot et va nécessiter par exemple l'accueil de poids lourds. Et par rapport à ça, la route que vous aviez prévue d'accès pour votre zone d'activité économique, qui peut être par exemple une route départementale, peut, alors c'est peut-être pas le bon exemple, mais ne pas être, en tout cas, être bien mise en œuvre pour les poids lourds. Donc ça nécessite de revoir cette route. Et auquel cas, il faudra réaliser une étude d'impact, ce qu'on appelle en co-maîtrise d'ouvrage. Donc là, pour cet exemple fictif, avec le département, plus vous en tant que communauté de communes ou d'agglomération, puisque on considère que c'est un même projet, même si la route se fait après l'aménagement des lots ou un peu avant. Voilà, donc ça c'est une notion à bien avoir en tête. Et du coup, pour vous dire aussi que par rapport à la théorie et la pratique, du coup, on considère que la législation espèces protégées Natura 2000, même si je vous ai dit qu'il n'y avait pas de limite de taille, aujourd'hui en tout cas, les services instructeurs les appliquent plus pour les projets soumis à évaluation environnementale. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que si demain, on va dire, un tiers n'est pas forcément d'accord avec l'aménagement de votre zone, il peut vous attaquer s'il y a la présence d'espèces protégées ou incidence sur un site Natura 2000. Donc voilà pour la réglementation. Alors peut-être à ce stade, si vous avez des questions, avant qu'on passe à la suite, peut-être. On peut enchaîner. Ça a été clair. S'il n'y a pas de questions, dans ce cas, on enchaîne. Alors, du coup, la question est maintenant de savoir, par rapport à votre sujet de dérisquer le foncier, comment finalement on intègre au mieux la biodiversité dans une opération d'aménagement, qu'elle soit neuve ou finalement en cours d'aménagement, enfin ou en cours de vente des lots. Donc on va aller, on va dire, sur le premier cas qui va être la création d'une zone d'activité économique. Donc par rapport à ce webinaire, nous on va ensuite dérouler avec Sébastien plutôt la partie qui va être sur la notion de connaître, puisque si on ne connaît pas ce qu'on a sur place en termes de biodiversité, forcément on ne pourra pas prévoir les bonnes mesures ensuite et les bons aménagements. Ensuite, il y aura forcément une autre séquence sur comment on évalue, comment on s'adapte et comment on modifie le projet par rapport à cette connaissance. Et ensuite, alors ça concerne plutôt la phase travaux et suivi de travaux, comment on valide, on vérifie les mesures et comment on les met en œuvre en phase chantier. Rapidement, je vais vous balayer les différentes phases avant qu'on aille par la suite sur le pré-diagnostic et le diagnostic. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que très en amont, il faut réaliser des pré-diagnostics écologiques par un bureau d'études naturaliste et à minimum sur 2 sites, puisque ça vous permettra notamment de justifier l'absence de solutions alternatives de moindre impact qui vous est demandée dans la loi si demain vous êtes attaqué en contention, en tout cas sur le projet, sur le côté code de l'environnement. Ce qu'on vous recommande, c'est de faire ces pré-diagnostics écologiques en dès la phase programmation de votre opération d'aménagement, de demander dans le cadrage amont, une fois que vous aurez le bureau d'études, de valider l'art d'études, la méthodologie et la pression et la durée de validité des inventaires, mais ça on y reviendra plus tard. Et ensuite, dans tout le séquençage de l'opération, donc du plan guide à l'esquisse, donc là, il faudra réaliser plutôt un diagnostic écologique d'une année, présenter ces éléments derrière à l'ADREAL des DTM, donc pour une réunion dédiée. En phase, ensuite, AVP et Pro, ce sera discuté avec le bureau d'études naturaliste, avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, pour mettre en place finalement toutes les mesures d'évitement, de réduction, d'accompagnement, pour voilà, essayer d'atténuer en tout cas les impacts de votre projet sur la biodiversité. Une fois que toutes ces mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement seront donc pré-ciblées avec l'accompagnement d'un bureau d'études naturaliste, il faudra valider ce qu'on appelle les impacts résiduels, s'il en existe, et auquel cas, s'il y a des impacts résiduels, là, il faudra, dans ce cas, aller chercher donc des mesures compensatoires pour, du coup, répondre à cet objectif de non-perte nette de biodiversité.
Donc là, il y a ensuite le dépôt réglementaire des dossiers et après, donc tout ce qui est accompagnement des entreprises, notamment au moment du DCE, pour être sûr que toutes les mesures sont bien mises en place aussi dans les cahiers des charges et les appels d'offres au niveau des entreprises de travaux. Et ce qu'on recommande, bien entendu, c'est qu'il y ait un suivi de chantier par un écologue ensuite pour que la boucle soit bouclée. Mais bon, ça, ces éléments, on les verra dans d'autres webinaires. Et donc, pour aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur la phase de connaissance. Alors ça, c'est quand vous créez une zone d'activité. Alors, j'imagine pour certains d'entre vous, ce qui vous concerne plus, c'est que vos zones d'activité, elles sont déjà en place. Les lots sont peut-être pas aujourd'hui tous vendus. Et donc, il y a une note ministérielle qui est sortie l'année dernière à destination notamment des DREAL et des services instructeurs qui dit deux choses. C'est que, en gros, alors, on va voir la conclusion, mais elle incite plutôt les maîtres d'ouvrage publics, porteurs des zones d'activité économique, de mettre à jour les inventaires écologiques qu'ils ont pu faire sur ces zones. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette note, alors là, Magali, si tu peux peut-être juste avancer une petite animation. N'hésite pas à tout dérouler, ce sera plus simple. Dans cette note, elle dit que finalement, les inventaires, notamment naturalistes, ont une durée de vie de 3 ans. Donc tous les 3 ans, potentiellement, il faut réaliser des inventaires pour remettre à jour la donnée et voir s'il n'y a pas de nouvelles espèces et potentiellement des espèces protégées qui sont implantées sur le site. Donc, finalement, il y a deux cas de figure par rapport à ça. Soit vous avez votre zone est aménagée, il vous reste des lots à vendre, et là, donc, du coup, vous avez un prospect qui arrive. La solution qui était plutôt le cas actuellement, mais ce n'était pas forcément celle qu'on vous recommande, c'est que, en gros, c'est le porteur de projet, le prospect, qui va donc réaliser tous les inventaires et donc déposer une potentielle demande d'autorisation environnementale, voire même un dossier de dérogation espèces protégées, si cet inventaire du coup, constate qu'il y a des espèces protégées sur le site. Donc, ça peut quand même refroidir quelque peu l'arrivée de ce prospect. En revanche, vous pouvez aussi, vous, en tant que collectivité et maître d'ouvrage, réaliser donc des pré-diagnostics naturalistes, réaliser un diagnostic naturaliste de mise à jour, on va dire, et de faire un suivi à minima tous les 3 ans, et ça, de le porter à connaissance des services instructeurs, et d'avoir une discussion avec eux en fonction des résultats pour savoir si oui ou non, vous devez réaliser un dossier de dérogation qui serait porté à votre charge, mais qui a en tout cas pour principale qualité, pour vous, de gagner du temps, puisque vous avez cette information en amont, et si un prospect arrive sur votre zone, vous êtes en capacité de lui dire, ne vous inquiétez pas, tout est géré en amont, et donc du coup, on porte tout ce qui est notamment mesures compensatoires s'il y en a. Ça permet de diminuer forcément les risques juridiques, vous avez une connaissance anticipée des risques, et aussi de maîtriser les coûts, et notamment les coûts auxquels vous allez vendre le lot, puisque comme ça, vous pouvez intégrer notamment ces études complémentaires dans le coût de la vente, en tout cas des mètres carrés du lot, et aussi, s'il y a des mesures compensatoires, de les intégrer dans ces coûts, plutôt que ce soit à la charge du prospect et que lui découvre des coûts qui peuvent parfois être importants et décide in fine d'aller s'installer ailleurs que sur votre site. Donc, vous l'avez bien compris, on privilégie plutôt le cas numéro 2, et c'est tout aussi la logique de cette note ministérielle, donc plutôt de porter une mise à jour, on va dire, des études sur votre zone. Est-ce qu'il y a des questions là aussi à ce stade, puisque là on arrive quasiment à un peu plus de la moitié. Est-ce que vous avez des questions sur ces différentes présentations? Pierre, je n'ai pas relevé de questions, hein, je te le dirai si jamais. D'accord. C'est bien de les questionner, de leur demander. Mais... Est-ce que tout est clair par rapport à ce cas 1, cas 2? Je ne sais pas si vous êtes plutôt dans le cas 1 ou 2 d'ailleurs, si vous avez déjà eu ce type de problématique. Peut-être aussi que les micros sont coupés, je ne sais pas si les gens peuvent... Normalement, ils ont la main. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire.
D'accord. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a les deux cas. Et donc, par rapport à ce cas numéro 2, est-ce que pour vous, voilà, l'explication paraît claire. Donc, ce qu'on vous incite à faire, c'est clairement d'échanger avec les services instructeurs, donc des DTM et de Réal, pour une fois que pour bien calibrer le prédiagnostic, savoir s'il faut faire des inventaires complémentaires. Et donc, du coup, voir avec eux la marche à suivre en termes de portée à connaissance. Est-ce que c'est un simple surface, il y a des espèces protégées ou un dossier de dérogation? S'il n'y a pas d'autres questions, ben, dans ce cas, je vais laisser la main à Sébastien pour détailler le prédiagnostic et le diagnostic ensuite écologique. Voilà, donc comme on vous a dit, on est vraiment avec ce webinaire sur la phase connaissance. Donc on va vous présenter le prédiag écologique et le diagnostic écologique. Je vais passer. Voilà, donc l'idée du prédiag, c'est dans le cadre d'une création de DAE, c'est de réaliser des prédiags sur 2 systèmes minima. L'idée, c'est bien de pouvoir justifier auprès des services de l'ADREAL du choix du site retenu au regard du moindre impact par rapport au violet biodiversité. Et là, on vous a fait une petite frise un petit peu de comment va se passer ce prédiag. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir forcément le choix d'un bureau d'études naturaliste qui, lui, va se rapprocher de l'ADREAL et notamment du SINP, donc du système d'information nature et paysage. En fait, ce système d'information nature et paysage regroupe toutes les données biodiversité qui sont identifiées sur un territoire, donc que ce soit les données faune, flore, espèces protégées ou non. Toutes ces données-là sont cartographiées, sont disponibles sur le SINP et du coup, le bureau d'études va les récupérer. À partir de là, il va pouvoir faire son analyse bibliographique, son analyse cartographique et il va également prendre des contacts avec les acteurs locaux, donc principalement normalement des associations environnementales, pour du coup confirmer ou non ce qu'il a pu trouver sur le CNP, sachant que la problématique du CNP, bien sûr, c'est que c'est des données qui sont pas forcément, qui peuvent ne pas être récentes, et le CNP, c'est pas non plus, on peut avoir des données qui sont pas totales. Voilà. À partir de là, donc dès qu'il a fait ses premières analyses et ses prises de contact, il va faire des inventaires terrain. En principe, on est dans le cadre d'un prédiag, donc l'idée, c'est d'aller quand même assez vite. Donc on a un passage par site, peu importe la saison. Et ce passage par site, il va permettre d'identifier la faune, flore, les habitats et les connectivités. Donc connectivité, quand on parle de là, c'est en lien avec les trames vertes, bleues et noires que les espèces peuvent emprunter pour faire leur déplacement. Et l'idée, on est bien là aussi, je le redis bien, c'est sur un passage sur site, peu importe la saison. L'idée, c'est de se dire que potentiellement, est-ce que le site peut convenir à telle ou telle espèce, même si on n'est pas dans les bonnes conditions favorables. Sébastien, peux-tu rappeler ce que sont les trames, les différentes trames, s'il te plaît? Alors là, en fait, c'est simple. Donc, dans le cadre de la région, on a mis en place le schéma régional de cohérence écologique qui identifie des trames, donc vertes, bleues et noires. Dans ces trames, il y a des réservoirs qui sont très souvent des espaces qui sont déjà protégés et qui bénéficient déjà d'une réglementation de protection à l'échelle soit européenne, soit française. Donc, par exemple, les sites Natura 2000, etc., sont souvent en réservoir. Et ensuite, on a des corridors. Donc, c'est des passages. L'idée de la trame, c'est que tout simplement, en France, on sait gérer des espaces comme Natura 2000 et autres et protéger ces espèces dans ces espaces-là. Mais la problématique, c'est aussi de pouvoir permettre à ces espèces de se déplacer, que ce soit pour faire ce que je disais tout à l'heure, en fait, leur cycle de vie, donc se reproduire, se nourrir, etc. Mais également éviter d'avoir génétiquement, d'avoir des populations qui s'amoindrissent, qui peuvent du coup avoir trop de consanguinité et qui vont finalement ne pas perdurer dans le temps. Donc les trames vertes et bleues, noires, pardon, c'est bien l'idée de favoriser le déplacement des espèces et la connectivité entre les différents secteurs réservoirs. Voilà. Et la trame noire, c'est une trame qui est assez récente maintenant. Pierre vous a dit tout à l'heure qu'on avait engagé un travail au niveau de la région sur cette problématique-là. Mais l'idée, c'est très simple, c'est qu'en fait, la pollution lumineuse des villes, notamment, a un impact sur la biodiversité qui va soit être attirée par cette lumière-là, et là, on a une problématique du fait que l'espèce va rester autour, enfin, on l'a tous vu, les fameux petits nuages d'insectes autour de cette lumière, qui restent là, qui du coup ne font pas leur cycle de vie, ne se nourrissent pas et finissent par mourir, soit d'épuisement, soit ils sont carrément brûlés par la lumière, ou à l'inverse, il y a d'autres espèces qui ne vont pas s'approcher de ces lumières-là, et pour le coup, là, elles perdent des espaces où elles peuvent potentiellement
aller chasser, aller se reproduire ou tout simplement trouver des espaces pour nidifier. Donc c'est un peu ça l'idée de la trame noire, c'est vraiment d'identifier les secteurs où il n'y a pas de pollution lumineuse et où du coup les espèces peuvent faire leur cycle de vie, sachant qu'au niveau des espèces nocturnes, je vais peut-être dire une bêtise, Pierre, il y a combien déjà? C'est plus de 30%, c'est ça? Un tiers des espèces qui sont nocturnes? Oui, qui font leur cycle de vie. Alors, je crois une grande majorité qui font leur cycle de vie de nuit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, toute espèce a besoin d'une alternance jour-nuit. Donc, de fait, s'il y a de la lumière artificielle, cette alternance est altérée. Voilà. À partir de là, donc, une fois qu'il a fait ses inventaires terrain, le bureau d'études va pouvoir faire une analyse des enjeux écologiques des sites, donc comme on a dit, il fallait au minimum au moins 2 sites, au regard des espèces, au regard aussi des fonctionnalités des milieux, donc là encore c'est trame verte et bleue, et au regard également de la présence de zones humides. Et suite à ça, il va vous faire un rapport, une proposition pour les futurs inventaires, donc l'analyse des enjeux dans le retour qu'il va vous faire, et également des propositions futures pour les inventaires. Il va identifier l'aire d'étude, donc dans le cadre du diagnostic qui va venir par la suite, une fois que le site est choisi. Il va vous identifier également la méthodologie d'inventaire, notamment lorsqu'on a des espèces qui bénéficient d'un programme national d'action, d'un PNA. Il va vous identifier également la pression d'inventaire. Il va vous dire, bah là, concrètement, en termes d'amphibiens, on sait qu'on est sur un secteur où potentiellement on a beaucoup de ces espèces-là. Et donc, on vous propose de faire X passages de nuit dans telle période, donc mars, entre mars et avril, par exemple, parce que ça paraît important. Et il va également vous identifier la durée de validité de vos inventaires. Et l'idée aussi, c'est aussi ça, cette proposition-là qui va être faite sur le site qui est retenu, c'est aussi de pouvoir le discuter avec les instructeurs de l'Adrial pour valider tout ça et pour engager la procédure diagnostique écologique qui arrive par la suite. Au niveau de la région, on a aussi un moyen de vous accompagner qui va pas tarder à arriver, parce que du coup, c'est un outil qu'on va certainement engager d'ici à la fin de l'année, c'est bien sûr, ce qui s'appelle Bioccitanie. Donc, Bioccitanie, c'est quoi? C'est un outil cartographique qu'on va mettre à disposition de tout le monde, mais principalement voilà, des chargés de mission et des élus, qui récupère en fait toute la base de données SINP, donc du système d'information nature et paysage de l'Adrial, qui récupère aussi toutes les données de trame verte et bleue et noire, qui récupère tous les espaces qui bénéficient d'un état de protection, donc Natura 2000, Ramsar, etc. Et en fait, ça vous donne une première vision de ce que votre projet pourrait avoir comme impact au regard de la biodiversité. Donc, cet outil cartographique va vous permettre de dessiner les contours de votre projet sur cette carte-là et va vous donner les premiers résultats potentiellement de ce qu'il y a en termes de présence d'espèces et d'habitats. Ça ne remplace en aucun cas le choix du bureau d'études et le travail ensuite de terrain du bureau d'études. Par contre, ça peut vous permettre d'avoir une première idée, en fait, tout simplement, de ce que vous risquez, ou en tout cas de ce qu'il y a en termes de présence d'espèces. Et ça peut également vous donner la possibilité d'être force de proposition auprès du bureau d'études. En disant attention, parce que là, vous nous parlez de ces espèces-là, mais dans Bioccitanie, on a vu qu'on avait également ces espèces qui étaient identifiées. Qu'en est-il? Voilà. Ça vous permet du coup d'être un peu plus dans le partage d'informations avec le bureau d'études. En conclusion, et un petit peu on synthétise tout ça et tout ce que je viens de vous dire, c'est donc bien choix d'un bureau d'études naturaliste avec des experts qui sont bien identifiés par taxon, donc oiseaux, insectes, etc. Il faut également que ce bureau d'études dispose d'un sigiste et d'un cartographe. On demande un passage de terrain, alors par 2 personnes, c'est tout par 2 compétences. L'idée, c'est une seule personne peut avoir les 2 compétences, mais l'idée, c'est qu'il faut bien une compétence plutôt généraliste, faune et fonctionnalité des milieux, et une compétence flore et habitat. Ça, c'est essentiel parce que du coup, sans ça, vous n'aurez pas la vision globale de la richesse en termes de biodiversité du secteur que vous souhaitez identifier. Le temps total estimé, c'est 4 à 6 jours. On est bien dans le cadre d'un pré-diagnostic. L'idée, c'est de ne pas être exhaustif, c'est d'aller au plus vite et de pouvoir identifier très rapidement si tel ou tel site, enfin tout simplement entre 2 sites, lequel va être le plus favorable pour votre projet, c'est-à-dire celui qui va avoir le moins d'impact sur la biodiversité. Le coût estimatif, donc là, c'est donné voilà, à titre indicatif, hein, mais c'est entre 3 et 4 000 € hors taxe. Et on a une durée maximum d'un mois et demi pour le rendu du document final.
Voilà. Je te laisse la main, Pierre. Oui, alors je vois qu'on a une question par rapport à la période du prédiagnostic. Donc, Comme rapport à je la... l'ai dit. Vas-y. Vas-y. Non, mais du coup, voilà, un peu comme je le dis, c'est que du coup, ce prédiagnostic, c'est vraiment une première étape, ça donne une première idée. Donc, il n'y a pas de période précise à retenir. Dès lors que vous avez les deux sites qui sont identifiés, vous avez besoin de savoir lequel vous allez choisir. Vous allez faire intervenir ce bureau d'études qui va vous donner une première estimation au regard des données SINP, au regard aussi des inventaires terrain. Et j'aurais tendance à dire, bah oui, en effet, vous allez peut-être faire un prédiagnostic au mois de janvier. Mois de janvier, on sait qu'il y a pas mal d'espèces migratrices qui ne sont pas présentes, notamment par exemple le relier d'Europe, pour ne citer que lui. Et ben, même s'il n'est pas présent, ce qui va se passer, c'est que votre bureau d'études va être capable de vous dire que, au regard de l'habitat, au regard du contexte paysager, potentiellement, on peut avoir cette espèce-là. Et donc, il va vous dire, quand vous allez mettre en place votre diagnostic, qui lui va être sur une période beaucoup plus longue, Pierre va vous le dire tout à l'heure, là, il va vous dire, bah, il faudra faire attention à cette espèce-là dans le prédiac parce que nous, on estime que. Et peut-être qu'aussi, au regard des données SINP, le SINP aura déjà identifié qu'il y avait 5 reliers d'Europe en reproduction les 3 années d'avant. Et donc, bah, forcément, là, oui, il y a des grosses chances que le relier d'Europe soit encore présent. Donc, on va pouvoir passer au diagnostic, mais comme vous l'avez compris, finalement, la règle d'or de tout ça, c'est d'anticiper au maximum votre projet pour potentiellement choisir aussi la période dans l'année pour faire ce diagnostic. Voilà, plus vous anticipez, forcément mieux c'est, et plus vous avez de liberté pour réaliser ces prédiagnostics. L'idée, donc du coup, une fois qu'on a fait le prédiagnostic, c'est bien évidemment, une fois que vous avez choisi votre site, donc là vous analysez au minimum 2 sites en faisant un prédiagnostic écologique. Vous sélectionnez, on l'espère, celui où il y a le moins d'enjeux sur la biodiversité. Et donc la fin du prédiagnostic, nous, ce qu'on conseille, c'est qu'il y ait vraiment un cadrage amont avec les services de l'ADREAL et de la DDTM qui va définir la future aire d'étude du diagnostic écologique. Alors, aire, il peut y en avoir plusieurs. L'aire d'étude ne sera pas la même pour les oiseaux, par exemple, que pour les mammifères. Il va aussi, ce prédiagnostic, conclure sur quelle méthodologie d'inventaire on souhaite mettre en place. Sébastien l'a dit par rapport à différents protocoles, mais aussi sur les périodes, à quelle période chaque taxon devra être du coup analysé, à partir de quand on ira sur site. Le prédiagnostic devra aussi conclure sur ce qu'on appelle, nous, la pression d'inventaire, donc c'est le nombre de jours passés sur le terrain, et devra aussi indiquer quelle serait la durée de validité de ces futurs inventaires. Donc là, c'est un peu de teasing, et on va passer du coup au diagnostic écologique pour savoir exactement de quoi on parle. Alors, par rapport à ça, forcément, vous devez être accompagné d'un bureau d'études naturaliste. On vous conseille fortement de prendre le même que celui que vous avez du coup sollicité pour faire le prédiagnostic écologique. Par rapport à ça, sur le site de l'ARB, on n'a pas encore d'annuaire, enfin on a un annuaire, mais qui n'est pas encore vraiment mis à jour. Je vous conseille pour l'instant d'aller notamment alors il y a des annuaires de bureaux d'études écologiques sur le site de l'AFI, de l'UPGE notamment, qui vous permet de retrouver les bureaux d'études écologiques qui peuvent répondre à ce besoin, et c'est classé par grande région, donc vous retrouverez les bureaux d'études qui sont présents en Occitanie notamment. Alors voilà, donc déjà le choix d'un bureau d'études naturaliste, ce qui est très très important, c'est que ce bureau d'études naturaliste doit comporter au sein de son équipe des spécialistes par groupe taxonomique. Ce qu'on vous conseille, c'est qu'il n'y ait pas forcément une personne qui soit spécialisée sur, je ne sais pas moi, les insectes, les mammifères, les oiseaux. Non, c'est vraiment une personne spécialisée sur les insectes, une personne spécialisée sur les oiseaux. Enfin voilà, et ça, on vous encourage quand même à aller vers des bureaux d'études naturalistes avec des spécialistes par groupe taxonomique. Ensuite, les inventaires de terrain. Donc là où on va reprendre cette logique d'anticipation, c'est que ça dure 1 an. Il faut faire ça sur un cycle annuel, une année complète. Vous allez le comprendre pourquoi, puisque toutes les espèces ne sont pas remarquables au même moment de la saison. Donc, il faudra bien avoir ça en tête. Alors, comment ça se passe, ce diagnostic? Donc, on a, on va dire, plutôt deux éléments. Le premier, c'est de faire une cartographie des habitats. Donc là, c'est d'identifier
la mosaïque d'habitat présente sur votre site d'aménagement. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est mis entre parenthèses, c'est d'avoir un niveau 3 et d'utiliser les codes ENIS. C'est un peu du jargon pour les bureaux d'études naturalistes, mais quand vous leur demanderez ça dans les cahiers des charges, ils comprendront tout à fait de quoi vous parlez. Et aussi, parce que ça, on le voit très rarement, et c'est un vrai problème sur les projets d'aménagement, c'est l'identification de zones humides qui se font sur deux éléments. Déjà, en fonction des habitats, puisque certains habitats sont clairement classés comme humides. Et pour ceux qui ne sont pas classés comme humides, du coup, le bureau d'études naturalistes va voir s'il y a de la flore indicatrice de zone humide. Donc, le botaniste qui va passer va regarder s'il y a de la flore indicatrice. Et donc, s'il y a de la flore indicatrice, du coup, délimiter la zone qui est considérée comme humide. Et pour les zones où il n'y a pas de flore indicatrice, vous devrez réaliser en plus des tests pédologiques à la tarière avec une analyse du sol pour définir si ces sols sont humides ou non. À quoi sert du coup cette analyse des zones humides? Tout simplement à répondre au code de l'environnement sur tout ce qui est rubrique IOTA, donc lié à la loi sur l'eau. Et la rubrique de mémoire, c'est 3.3.10 sur du coup l'assèchement de zones humides, ou à partir de 1000 m² d'assèchement de zone humide, du coup vous pouvez être soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau, et je crois que le seuil est à 1 hectare pour l'autorisation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, puisque maintenant la police de l'environnement est beaucoup plus vigilante sur ces éléments-là, et on peut dire que ce n'était pas forcément dans les habitudes, en tout cas qu'on a constaté nous, des aménageurs. Donc ça, c'est pour la cartographie des habitats et des zones humides. Maintenant, on va parler des espèces. Donc là, il va falloir, donc le bureau d'études va cartographier donc ce qu'on disait par groupe taxonomique. Donc les espèces en les localisant par le biais de points GPS. Ils vont aussi dessiner les habitats d'espèces qui sont liés aux espèces qui ont été donc contactées sur le site. Et il devra réaliser aussi une analyse de ce qu'on appelle les micro-corridors, donc la fameuse trame verte et donc ces corridors entre les réservoirs dont vous a parlé Sébastien, mais de bien les localiser à l'échelle du projet de votre zone d'aménagement pour savoir quelles sont les zones de passage par groupe taxonomique sur le terrain que vous souhaitez aménager ou mettre à la vente. Donc voilà les tests pédagogiques. Alors ensuite, une fois que donc, cet état des lieux est dressé par le bureau d'études, il devra réaliser ce qu'on appelle une qualification des enjeux. Donc ça se caractérise généralement par une carte de synthèse générale de l'ensemble des taxons. Alors il faut une carte des enjeux par groupe taxonomique et une carte de synthèse qui vous permet de savoir sur votre site, en englobant tous les groupes taxonomiques, quels sont les principaux enjeux, et donc de fait, les zones qu'il faudra absolument notamment éviter pour impacter le minimum d'espèces. Et ce qu'on vous conseille aussi, c'est que suite à cette étude et en conclusion, que le bureau d'études puisse du coup vous transmettre un avis sur la potentielle, sur la nécessité de réaliser un dossier de défrichement, un dossier d'incidence Natura 2000, comme on a parlé sur la réglementation, puisqu'il n'y a pas de logique de taille, donc savoir si vous aménagez le site en question, est-ce que potentiellement il peut avoir un impact sur un ou plusieurs sites Natura 2000 qui soient situés à proximité ou non de votre projet. Et le bureau d'études aussi peut, en fonction de la carte des enjeux globaux, commencer à vous dire si demain il y a aménagement sur cette zone, potentiellement, est-ce qu'il faudra un dossier de dérogation pour destruction d'espèces protégées, et commencer à anticiper les mesures, on va dire, de réduction d'accompagnement, et peut-être envisager de dire que si vous allez sur certains secteurs, il sera très difficile en tout cas de trouver des mesures de réduction qui limitent l'ensemble des impacts. Voilà pour le diagnostic. À titre informatif, on vous a mis là une diapo qui présente les périodes de réalisation des inventaires en fonction donc des taxons. Alors oui, effectivement, donc les taxons, c'est la flore, amphibiens, chauves-souris, autres mammifères, insectes, etc. Pour vous donner un exemple, alors c'est un tableau qui est générique. On va prendre un exemple local, par exemple dans le Gard. On sait qu'en février, on a par exemple des orchidées qui s'expriment tout début, mi-février. Donc, potentiellement, en fonction du site, en tout cas, ces périodes peuvent changer, mais ça, c'est tout le but au moment du prédiagnostic et de l'échange avec l'ADREAL des DTM, de bien fixer les dates de prospection en fonction du site de votre projet.
Voilà, donc pour les dates, donc là vous le voyez en plus grand. Donc là on constate notamment que, alors forcément hein, les périodes printemps-été est la période la plus favorable pour faire des inventaires, mais il ne faut pas oublier aussi les périodes plus hivernales où on va avoir des espèces en hivernage, notamment les chauves-souris et les oiseaux. Et donc il est quand même nécessaire d'aller sur le site pour constater s'il y a la présence de ces espèces en hivernage ou hibernation. D'où la nécessité de réaliser ça sur un an complet. Donc, je vais un peu me répéter, donc la même chose hein, que pour le pré-diagnostic, donc avoir un bureau d'études naturalistes avec l'ensemble des compétences et avec des experts identifiés sur chaque groupe taxonomique. La présence dans l'équipe, puisque comme vous le voyez, le résultat, ce sera toujours des cartographies, et plus elles sont jolies, bien faites, plus l'information sera compréhensible pour vous. Et demain, pour le grand public, si votre projet est soumis à évaluation environnementale et à étude d'impact. Alors, en règle générale, donc là, les chiffres, on va dire, sont pour une zone qui pourrait faire maximum peut-être 15 hectares. Généralement, c'est à peu près 10 à 15 passages de terrain, pardon, avec un temps estimé entre les passages des terrains, la rédaction des documents qui est d'un 15 à 20 jours de travail, et un coût estimatif entre 10 000 et 15 000 euros hors taxe. Et à partir du moment où les inventaires doivent se faire sur un an, plus l'écriture du dossier, on a une durée maximum, on va dire, de l'étude qui est d'environ 14 mois. Donc là encore, il faut vraiment que vous l'anticipiez dans vos démarches de création de zones d'aménagement ou de mise à jour d'études sur les lots qui ne sont pas encore vendus. Et bien sûr, donc là, dans les coûts ne sont pas compris les tests pour les tests pédologiques. Voilà pour le diagnostic, et je vais laisser la conclusion du coup à Sébastien. Une conclusion assez simple, hein, c'est que, comme l'a dit Pierre, l'objectif c'est bien d'anticiper et que si vous anticipez, vous arrivez à dérisquer le foncier, vous avez des relations qui sont de confiance, que ce soit avec les services instructeurs, mais également avec les associations naturalistes qui sont présentes sur le territoire. Vous êtes en meilleure concurrence avec les autres territoires qui peuvent proposer du coup des opérations d'aménagement économique, parce que du coup, comme l'a dit là aussi Pierre, l'idée c'est d'arriver à clé en main. Et du coup, voilà, l'idée, c'était, je pense que le mot confiance est important lorsqu'on arrive à mettre en place toutes ces différentes étapes et que du coup, vous arrivez à bien montrer que finalement, le choix du site est réfléchi au regard de la biodiversité et que par la suite, vous avez également réfléchi à minimiser au maximum votre impact et que tout ce qui est évitement et réduction a vraiment été pris en compte. Et puis, je reviendrai peut-être juste sur ce qu'on a dit au début, hein, c'est que finalement, la biodiversité, c'est pas que des effets négatifs et c'est pas que des contraintes, c'est aussi une réelle plus-value dans vos secteurs d'activité, notamment lorsqu'on fait de la promotion en fait, de terrain pour le développement économique. Très clairement, une nouvelle fois, si les personnes qui vont au travail ont un espace, autour qui est agréable, où la biodiversité est présente, où il y a des arbres, où il y a de quoi du coup se détendre, forcément on est plus productif par la suite. Alors, avant de passer la parole à Ingrid, je vois qu'il y a des questions dans le chat, donc notamment par rapport au cas de zones d'activité qui sont déjà construites avec des lots qui restent à vendre. Donc, ce qu'on vous a dit effectivement, c'est qu'il faut, au bout de 3 ans, les données deviennent obsolètes, donc par rapport à cette note technique là, du ministère de 2020. Par rapport à ça, il faut que vous preniez contact, donc réaliser un diagnostic préalable avec un bureau d'études naturalistes pour voir quels seraient les enjeux qui existent sur ces zones. Une fois que vous avez fait ça, et en suivant la méthode là qu'on vous a donnée sur le pré-diagnostic, il faut absolument, nous, ce qu'on vous conseille, faire une réunion ou une demande de réunion auprès de la DDTM et de l'ADREAL pour voir quel type d'inventaire complémentaire il faut faire sur ces zones. Alors, ce sera peut-être pas sur un an, puisque vous avez, généralement, quand vous avez aménagé la zone, vous avez fait des diagnostics écologiques. Donc, ce sera peut-être pas le cas, mais nous, ce qu'on vous encourage à faire, c'est de définir la pression d'inventaire avec la DDTM et avec l'ADREAL pour, du coup, faire ces, on va dire, diagnostics de mise à jour sur vos zones d'activité existantes et sur vos lots qui restent à vendre. Voilà. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à nous poser des questions si ce n'est pas le cas. On laisse la parole à Ingrid, du coup.
J'attendais un petit peu parce que les gens sont en train d'écrire. Donc, je reconfirme pour l'ensemble des participants que vous aurez accès au replay. Et Cécile va nous confirmer, je pense que ce sera sur la plateforme ad hoc. Le document, le diaporama sera également à votre disposition. Il fait quand même 16 mégas, ce qui explique peut-être les problèmes de connexion de certains pour avoir l'image et le son dans de bonnes conditions. Je suis désolée, mais tout sera visible en replay d'ici quelques jours. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, quelques jours, c'était juste ça que je voulais dire. Il faut juste nous laisser un peu le temps, peut-être, de le mettre en ligne. Mais tout le monde aura un lien vers la chaîne YouTube ad hoc, ce qui permettra de ne pas avoir à télécharger quoi que ce soit. Et ce sera dispo, je pense, d'ici fin de semaine prochaine, ainsi que la présentation. Voilà. Et surtout, il ne faut pas oublier que vos interlocuteurs d'aujourd'hui restent évidemment à votre disposition pour toute question complémentaire a posteriori, sans problème. Donc, vous aurez les contacts en fin de diaporama ou en vous adressant à Cécile Munier. Voilà. Je vois que les questions n'arrivent pas dans le fil de discussion, donc on va passer la parole à Ingrid et je vais passer à la diapo suivante. Merci beaucoup Magali, Pierre et Sébastien pour ces explications très claires. Moi, je fais un petit focus sur un outil qui s'appelle l'opérateur régional éviter, réduire, compenser, qui est le premier opérateur à l'échelle de la région en France. Peut-être pour reposer rapidement le contexte, hein, cet opérateur, dans cette phase de préfiguration, s'inscrit dans un plan d'action porté par la région sur le foncier. Ce plan d'action possède un volet éviter, réduire, compenser, qui est disponible sur le site de la région et sur le site de la CRERCO, www.crerco.fr, qui vise à une application vertueuse de la séquence ERC et qui vise notamment à accompagner les acteurs. Et parmi les structures qui accompagnent les acteurs, on a bien sûr la région, mais aussi et surtout l'Agence régionale biodiversité Occitanie. Donc cet opérateur ERC est porté par l'ARAC, l'Agence régionale aménagement construction. Donc, comme l'a justement rappelé Magali, vous aurez les contacts de Madame Hortense Lebeau, qui est chargée de mission à l'ARAC sur cette question d'opérateur, dont j'excuse aujourd'hui son absence. Elle aurait bien aimé être parmi vous pour vous expliquer dans le détail ce qu'est l'opérateur ERC. Mais si vous avez des questions, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas, vous pourrez la contacter bien sûr. Donc pour aller un petit peu plus dans le détail, cet outil opérationnel vise à concilier finalement l'aménagement du territoire et la préservation de l'environnement et bien sûr des terres agricoles qui, comme on l'a été justement expliqué, sont impactées par les projets. Cet opérateur permet également de promouvoir l'évitement et la réduction des impacts des projets sur l'environnement et l'activité agricole. Et bien sûr, on l'a rappelé hein, tout au long de ce webinaire, l'anticipation des problématiques et notamment des problématiques de compensation environnementale. Et cet opérateur vise également à fédérer les acteurs de la compensation environnementale. Je vous l'ai dit, il y a eu un an de phase de préfiguration et de concertation qui a mobilisé différents acteurs, bien sûr, l'agence ARAC, Aménagement Construction, l'ARB, mais également l'EPF Occitanie, la SAFER et la Caisse des dépôts. Et maintenant, finalement, le rôle de l'opérateur, ce sera d'accompagner les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, dans la mise en œuvre de mesures de compensation environnementale liées au projet d'aménagement et de construction pour tout type de maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, pour des projets vertueux en matière d'évitement, de réduction et des impacts sur l'environnement et aussi sur l'activité agricole. Et il aura pour rôle de fédérer, hein, de piloter et de jouer finalement ce rôle d'ensemblier auprès des maîtres d'ouvrage sur la mise en œuvre de la séquence ERC et bien sûr des mesures de compensation. Il proposera également une offre de services également très complète aux différents maîtres d'ouvrage, comme c'est écrit hein, sur la maîtrise du foncier, que ce soit pour l'acquisition, la mise à disposition et le conventionnement,
la réalisation des travaux écologiques, la mise en place d'un plan de gestion sur des mesures sur les 30 ans, le suivi écologique et l'évaluation sur l'efficacité des mesures et Pierre l'a justement rappelé, hein, le lien avec les services de l'État et donc le reporting auprès des services de l'État. Et sur le moyen terme, la séquence ERC vise la non-perte nette de biodiversité. Donc c'est tout l'objectif, c'est de recréer et de restaurer des milieux naturels, justement par anticipation des impacts sur les milieux équivalents, en identifiant les sites à haut potentiel de gain écologique, tel qu'il est inscrit dans la loi biodiversité, et ou en créant des sites naturels de compensation qui sont également inscrits dans la loi biodiversité. Rapidement, en termes de calendrier, on est dans une phase de préfiguration qui s'est tout juste terminée, hein, avec les concertations, l'identification des différents besoins, une analyse juridique, une phase d'expérimentation qui débute avec une gouvernance qui est en train d'être stabilisée, d'être posée, avec le choix d'opérations pilotes, avec des tests de différents modes de partenariat. Donc c'est vraiment un outil qui est en train de se stabiliser, qui doit évoluer et qui doit s'adapter en fonction de l'évolution des différents outils. Et après, on rentrera dans la phase de déploiement, donc à partir de 2023. Voilà pour une présentation assez synthétique de l'opérateur ERC. Je profite de garder la parole pour remercier bien sûr la RAC, l'ARB et ADOC pour ce webinaire et bien évidemment mes collègues de la région.